Retour du Soyouz MS-27, revue à Starbase, Rocket Lab qualifie son hippopotame, des nouvelles de Relativity Space, l'exoplanète TOI 561 a une atmosphère, l'ESA a besoin de quelques cobayes pour sa mission Solis 100 et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. On commence cet épisode avec la mission Soyouz MS-27 de Roscosmos qui vient de quitter la SSI et a atterri sur Terre dans la steppe du Kazakhstan quelques heures plus tard sans souci. Dans cette capsule, il y avait comme d'habitude 2 cosmonautes de Roscosmos et un astronaute de la NASA. Ils ont passé 245 jours, soit 8 mois dans l'espace et ont tourné autour de la Terre près de 4000 fois. À Starbase, au site de production, le prochain premier étage à voler est le numéro 19 qui vient de recevoir son tube de transfert en ergol. À côté, dans l'autre mégabaie, le Starship numéro 39 a fini son assemblage et presque fini l'ajout de tuiles de protection thermique. Ces 2 véhicules sont censés voler au prochain essai en vol numéro 12 en début d'année. Au site de Massey, SpaceX a effectué des tests cryogéniques sur le prototype censé mimiquer le Starship numéro 39. Après tout, il y a eu tellement de changements dans cette version 3 du Starship qu'il est important de vérifier son intégrité structurale. Rocket Lab a terminé les essais de qualification et d'acceptation de la coiffe de sa nouvelle fusée Neutron, aussi appelée l'hippopotame affamé. Pour info, ça prend seulement 1,5 secondes pour ouvrir et fermer la coiffe, soit moins de la moitié du temps requis pour réussir la séparation de l'étage et la réorientation du véhicule pour son retour vers la Terre. Environ 125 tonnes d'efforts sont distribués sur sa structure en composite de carbone pour simuler la charge subie pendant la phase d'ascension où le véhicule est soumis à sa pression aérodynamique maximale. Rocket Lab a aussi testé la charge mécanique des canards avec un facteur de sécurité de 25%. Ces canards sont là pour guider la trajectoire du premier étage lors du lancement et de la rentrée atmosphérique. Il a donc validé la conception, la structure et les opérations de la coiffe réutilisable fixe et du module supérieur de sa Neutron, un jalon important pour son vol inaugural, toujours planifié pour 2026. À Relativity Space, la construction de sa fusée Terran Air s'accélère sur l'ensemble du véhicule et la capacité de production continue à s'étendre grâce à de nouvelles imprimantes 3D, des machines à commande numérique et des améliorations d'outillage. Ils ont terminé les soudures par friction malaxage du réservoir du premier étage, ainsi que les jonctions verticales et les raidisseurs de l'inter-étage. Relativity Space a aussi achevé les tests d'acceptation sur le réservoir du deuxième étage. L'installation du système de bouclier thermique progresse sur la structure inférieure, celle qui contient les moteurs. Les moteurs Ion d'ailleurs ont été fabriqués, assemblés et expédiés au centre spatial Stennis de la NASA pour test de qualification. Sur le site de lancement LC-16, le réservoir du château d'eau progresse, tandis que les travaux de revêtement et de structure se poursuivent sur le bâtiment d'intégration horizontale. L'exoplanète TOI 561b est une super Terre ultra chaude et rocheuse, se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, et orbite autour de l'étoile naine jaune TOI 561, dans la constellation du Sextant, à environ 280 années-lumière de la Terre. Son orbite est très courte, à moins de 11 heures. Le télescope spatial James Webb a détecté la preuve la plus solide à ce jour de la présence d'une atmosphère épaisse autour de TOI 561b. Les observations de James Webb indiquent que la température du côté jour de la planète est d'environ 1800 degrés, parfait pour un barbecue. Apparemment, si la planète était une simple roche sans atmosphère, sa température aurait dû être de 2700 degrés Celsius. L'atmosphère est donc essentielle pour transporter la chaleur vers la face nuit et la refroidir. Les chercheurs suggèrent que cette atmosphère riche en matière volatile repose sur un océan de magma et qu'elle est en équilibre avec celui-ci, c'est-à-dire que les gaz s'échappent, mais le magma les réabsorbe.
Cette découverte remet en question l'idée que les petites planètes exposées à un rayonnement stellaire intense ne peuvent pas conserver d'atmosphère. L'ESA se prépare également pour une vie sur Mars, mais avec des moyens plus simples à travers le DLR, le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, où 6 cobayes resteraient en isolation pendant 100 jours sous le projet nommé Solis 100, afin d'étudier les effets de 100 jours d'isolement et de confinement sur la santé humaine, le comportement, les performances et le bien-être. Pour attirer plus de participants, la DLR a jugé bon de mentionner que les participants disposent de leur propre cabine de couchage personnelle à l'intérieur du module et que les cabines de couchage ainsi que les salles de bain sont les seuls endroits qui ne sont pas surveillés par des caméras. Donc, pas la même chose que Big Brother ou Love Story en France. L'étude commencera le 7 avril 2026. Donc si vous êtes intéressé de partager un espace restreint avec 5 autres personnes pendant 100 jours, n'hésitez pas à postuler. Le 5 décembre, X-Space a lancé sa Kaizu 1A depuis la Chine pour sa mission trafic VDES-AEB, un couple de satellites chinois dédiés à la surveillance et au suivi du trafic maritime mondial en utilisant les technologies de nouvelle génération basées sur un système d'échange de données en VHF. Le 6 décembre, CASC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 14, une charge utile comprenant 9 satellites de la constellation chinoise Guangwang pour fournir l'Internet depuis l'orbite terrestre basse. Le 7 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-15. Le premier étage a volé pour la 12e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 8 décembre, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 15. La charge utile est un ensemble de 5 satellites destinés à former la constellation Internet nationale chinoise Guohuang en orbite terrestre basse. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 692. Le premier étage a volé pour la 32e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 9 décembre, CASC a lancé une longue marche 4B depuis la Chine pour sa mission Yaogan 47. La charge utile est un satellite de télédétection chinois classifié, donc on ne sait pas plus que ça. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission TJSW-22. La charge utile est un satellite prototype sophistiqué destiné à valider des technologies clés pour les futures communications spatiales chinoises, y compris des capacités qui pourraient être utilisées à des fins de défense. Un peu plus tard, c'est au tour de SpaceX de lancer une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission militaire NROL 77, un satellite classifié. Le premier étage a volé pour la 4e fois et a atterri de retour sur site. Le 10 décembre, CAS Space a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour une mission multisatellitaire avec 9 satellites, dont un du Népal, un d'Égypte et un des Émirats. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 15-11. Le premier étage a volé pour la 18e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 11 décembre, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 690. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le même jour, CASC a lancé sa longue marche 12 depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 16, une charge utile qui est en fait un ensemble de 9 satellites destinés à former la constellation Internet nationale chinoise Guohuang en orbite terrestre basse. En résumé, du 1er janvier au 11 décembre 2025, 299 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 187 provenaient d'une entreprise américaine. Parmi cela, 118 étaient des missions Starlink de SpaceX et 83 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial Hubble de N159, un gigantesque nuage de gaz froid d'hydrogène et une des nuées de formation d'étoiles les plus massives. Elle est située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine satellite de la Voie lactée, dans la constellation de la Daurade, à environ 160 000 années-lumière. Sous la pression gravitationnelle, de jeunes étoiles s'allument à l'intérieur du nuage de gaz. Les étoiles très chaudes et massives illuminent leur lieu de naissance d'une lueur rouge.
Cette lueur rouge est caractéristique des atomes d'hydrogène excités. Donc, certaines étoiles sont entourées de gaz rougeâtres, tandis que d'autres semblent se trouver au centre de bulles rougeâtres. Ces bulles sont la preuve du feedback stellaire, que les jeunes étoiles ionisent et soufflent leur habitat en un rayonnement à haute énergie et des vents stellaires intenses. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.